table. Avant de passer la parole à notre expert qui va vous parler de haute horlogerie et plus particulièrement de tourbillon, j'aimerais s'il vous plaît vous rappeler que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous poser des questions auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation. Je me tourne maintenant vers notre expert, si vous voulez bien me suivre. Je vous présente Monsieur Sébastien Dayton qui va nous faire une introduction, qui va nous plonger dans l'univers de l'horlogerie, qui va nous partager ses compétences et sa passion avec nous. Sébastien est actif dans le monde je dirais, du luxe en général depuis une dizaine d'années et travaille dans notre maison depuis 3 ans. Nous avons la chance de pouvoir le compter dans notre Dream Team à Genève, à la rue du Rhône. Bonsoir Sébastien. Merci Monsieur Texera. La parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Donc, comme vous a dit Monsieur Texera, je travaille depuis 3 années chez Bucherer. Je suis plutôt spécialisé dans les montres un petit peu plus anciennes. Donc, je travaille essentiellement à l'étage du Certified Pre-Owned à Genève. Et c'est avec plaisir ce soir que je vais vous présenter quelques jolies pièces, essentiellement des montres tourbillon. Mais avant de rentrer dans le détail de ces pièces, j'aimerais survoler un petit peu l'histoire de l'horlogerie en Suisse. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà, l'horlogerie n'a pas démarré directement en Suisse, mais a commencé progressivement. Donc, en fait, au XIVe siècle, vous aviez déjà des pays qui sont devenus l'Angleterre, l'Italie, la France et l'Allemagne commençaient déjà par faire des mouvements d'horloge. Petit à petit, ces mouvements se sont miniaturisés. On est arrivé à peu près aux alentours du XVe siècle à faire des horloges de table. On a encore une fois perfectionné ces mouvements en termes de miniaturisation pour arriver à des mouvements de taille montre de poche. Et en gros, l'horlogerie suisse a réellement démarré aux alentours du XVIe siècle. Donc, c'était suite à l'arrivée des Huguenots, donc des immigrés français de confession protestante, suite au massacre de la nuit de la Saint-Barthélemy et puis aux premières guerres de religion qui ont lieu en France. Ils se sont décidés de partir et beaucoup se sont installés sur Genève. Parmi ces Huguenots, beaucoup étaient des artisans professionnalisés, donc des gens qui étaient soit doués dans l'orfèvrerie, dans l'émaillage, dans la joaillerie. Et au final, quand ils sont venus sur Genève, il y a une personnalité très connue à Genève qui est Jean Calvin, qui a eu le droit de revenir à Genève à ce moment-là, en 1641. Et il a procédé à la seconde réforme de la ville de Genève, et de ce fait, il a interdit le port de joaillerie qu'il trouvait trop pervers. Par contre, il encourageait le développement de l'horlogerie, pour que justement les citoyens soient à l'heure pour les messes et puissent justement venir à l'église plus régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ces joailliers donc qui étaient spécialisés se sont beaucoup convertis vers l'horlogerie, justement pour éviter de perdre leur métier. Hein. Donc, ça donnait un élan au commerce en fait de l'horlogerie. Et petit à petit, on a commencé à se spécialiser. Arrivé en fait en 1601, il y a eu une fondation qui était très particulière, c'est la Corporation des horlogers. En fait, c'était une fondation qui permettait de faire une formation sur 5 années, qui permettait de professionnaliser et de devenir horloger. À la fin de ces 5 années de formation, en fait, on leur demandait de faire une horloge de table, ainsi qu'une horloge une petite horloge de colle, hein, une montre qu'on pourrait destiner aujourd'hui limite à taille montre bracelet. Au final, tout ça a permis à ce que la deuxième vague en 1685, Genève soit bien organisée avec des métiers bien particuliers, ce qui fait qu'au final vous aviez une chaîne de production qui était très bien établie. C'est pas du tout le même genre de choses qu'on peut voir aujourd'hui au niveau des établissements. Justement, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez les émailleurs faisaient les cadrans, les orfèvres faisaient les boîtiers, les horlogers, bon, ce qui est devenu des horlogers, en fait, faisaient essentiellement les composants. Ce qui fait qu'au final, à Genève, on a eu un agrandissement de ces corps de métier, tous dans la même ville, ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé réduit en termes d'espace pour ces bâtiments, pour les personnes qui voulaient s'y installer. Et ces personnes ont commencé à s'installer un peu plus dans les campagnes suisses. Ce qui fait qu'en fait, durant les mois d'hiver, ils prenaient en général quelques fermiers pour de la main d'œuvre et puis ils fabriquaient des pièces directement sur place. Ces fermiers se sont spécialisés petit à petit dans des pièces très particulières, au point de revendre justement ces pièces
aux horlogers qui, eux, avaient déjà des contrats ou des accords avec des émailleurs pour faire les cadrans et des orfèvres pour faire les boîtiers. On assemblait le tout et on revendait la chose lors de foires internationaux. Donc ça, c'est essentiellement l'évolution qu'on a pu voir avec l'horlogerie en Suisse. Après, il y a un gros point qui est la grosse différence avec les autres pays, c'est que la Suisse, justement, grâce à ce système-là et au système de cantons, les gens qui pouvaient vraiment se spécialiser, par exemple, dans l'émaillage dans certains cantons, dans les boîtages pour d'autres cantons, au final, on a réussi à faire en sorte que la Suisse ait un système qui était beaucoup plus développé que dans le reste de l'Europe, au tel point qu'en fait, en 1800, en Angleterre et en Suisse, on fabriquait 200 000 pièces. Donc à l'époque, en 1800, l'Angleterre était encore la capitale de l'horlogerie. On avait 200 000 pièces par an qui étaient produites à peu près. En 1850, grâce à ce système de fabrication, la Suisse arrivait à produire 2 200 000 pièces par an. Donc la France et l'Angleterre n'arrivaient plus à suivre en termes de cadence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse est quand même passée par tous les chemins pour arriver à là. On a commencé justement tardivement dans l'horlogerie, donc plus tard que les autres pays. Par contre, on a réussi à améliorer les techniques de machinerie, les techniques humaines et justement l'avancement, alors en prenant peut-être exemple sur les Américains, mais sur la fabrication à la chaîne. Donc ça, c'est des choses qu'on a réussi à bien mettre en place et on est arrivé très rapidement à devenir un nom réputé dans l'horlogerie. Si bien que des horlogers ont réussi à prendre un envol indépendant. Alors quand je dis horloger, c'était ces différents corps de métier qui s'assemblaient ensemble et qui créaient un établissement tel qu'on les connaît aujourd'hui, justement. Donc ça, c'est des gens qui réunissaient les corps de métier adéquats pour pouvoir fabriquer une montre complète. Par contre, vous avez encore aujourd'hui des marques qui continuent à sous-traiter et justement, c'est ce même principe que faisait la Suisse il y a 200 ans en arrière. Donc voilà, on a survolé un petit peu l'horlogerie en général. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur les belles pièces que nous avons ici. Et justement, nous parlons de tourbillon. Et le tourbillon, je pense qu'il faut qu'on le commence avec justement le créateur de ce principe, qui est Abraham Louis Breguet. Je vous laisse admirer cette pièce. Alors, le tourbillon, pour vous expliquer un petit peu, c'est alors le cœur que vous voyez au niveau de la pièce. Donc, je vais juste prendre, voilà, c'est cette partie que vous avez ici. Donc, ce qu'on appelle le cœur du mouvement. Breguet, en fait, a inventé ce principe parce qu'il s'est rendu compte que les montres de poche, vu qu'elles étaient souvent sur une position stagnante, donc soit verticale, soit horizontale, avait une déformation en fait d'un élément qui est très important en fait dans cette partie-là, qui est un ressort. Et ce ressort en fait pouvait se déformer avec la gravité. S'il se déformait, vous aviez justement une perte de précision de temps, soit en avant, soit en recul. Breguet a eu l'idée, alors une idée qui était farfelue à l'époque, de contrer la gravité. Même aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont dû se poser cette question. Donc, il a décidé de créer une cage en fait en fermant tout l'échappement. Donc, l'échappement, c'est ce qui permet de réguler la montre. Il a enfermé ça dans une cage et il a décidé de faire en sorte que cette cage fasse des rotations. Alors, pas une seule ni deux rotations, mais une rotation perpétuelle. Donc, pour le coup, 1 minute complète. Et ce qui fait que le ressort n'est jamais dans une position fixe et il ne se déforme pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai que sur une montre bracelet, c'est un petit peu moins vrai au niveau de l'usage d'un tourbillon, mais à l'époque des montres de poche, c'était quelque chose qui était vraiment impressionnant. Vous aviez des avances qui pouvaient se faire sur du 0,15 secondes à la journée. Donc c'est des choses qui sont extrêmement précises. Comme vous pouvez voir aussi sur cette pièce, vous avez également alors d'autres petites éléments, d'autres indicateurs qu'on va appeler complications. Alors à savoir que le tourbillon n'est pas une complication, parce qu'il n'apporte pas d'informations supplémentaires, mais il permet de réguler au mieux la montre. Par contre, cette montre a également un calendrier perpétuel. Donc vous avez le guichet du jour, le guichet du mois. Vous avez également la date qui va s'indiquer avec cette aiguille. Un indicateur de réserve de marche, alors on le voit à peine ici, mais c'est la petite vague que vous avez là, donc qui change de couleur en fonction du remontage. Et une particularité avec cette pièce qu'on voit très rarement et qui est propre aussi à l'excellence de Breguet, c'est l'aiguille que vous avez ici. Cette aiguille, en fait, c'est l'équation du temps, donc le temps solaire, à proprement parler, parce que pour le coup, on s'est rendu compte que
la Terre ne faisait pas une rotation circulaire vraiment autour du Soleil, mais plutôt ovale, ce qui fait qu'on n'avait pas forcément le Soleil au zénith à midi, mais des décalages qui pouvaient se faire. Je vais juste vous montrer le dos également de cette montre, parce que je le trouve absolument magnifique. Hop, voici, juste là. Alors, vous pouvez peut-être pas le voir ici, mais vous avez en fait le brevet, la date du brevet qui est indiquée ici. Donc, Breguet en fait a inventé ce principe. Alors, il a eu l'idée en 1795, mais il a inventé la première montre accueillant un tourbillon avec un mouvement de John Arnott, donc un horloger anglais. Il a intégré le tourbillon dans ce mouvement en 1800, pardon, et il a breveté ce principe en 1801 à Paris. Et en fait, à l'époque, on était sur le calendrier républicain, et justement, vous voyez ici, le brevet, c'est écrit justement en calendrier républicain, donc Messidor, de l'an 9. Pour le coup, c'était le mois de juin 1801. Vous avez également une très belle gravure en fait d'un bateau qui rappelle justement les codes marines de Breguet, donc qui était horloger de la marine française. Voici pour la Breguet. On va juste passer à un autre modèle. Hop. Donc avec la IVC juste ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que IVC en fait fut l'un des pionniers de la fabrication de mouvements à la chaîne, de montres à la chaîne en Suisse. En fait, il a eu l'idée, parce que cette personne venait des États-Unis, justement, il a eu l'idée de venir en Suisse parce que la main-d'œuvre étant moins chère, il a eu l'idée de venir ici pour faire des mouvements de bonne facture et de les envoyer aux États-Unis, aux Amériques. Il a rencontré un monsieur qui s'avère être Johann Henrik Moser. Il l'a rencontré au Locle. Et en fait, il lui a parlé de son idée de créer cette usine. Il venait de se faire jeter par Genève, qui n'a pas du tout apprécié l'idée. Par contre, Moser, lui, a tout de suite adhéré. Et Moser, étant un industrialiste et horloger de Schaffhouse, il avait réussi en fait à créer la première usine électrifiée par le barrage du Rhin sur Schaffhouse. Et en fait, il a adhéré à son idée. Il s'est également pas associé directement, mais il a investi dans son idée en lui proposant des locaux. Ce qui fait que Florentine Ariosto-Jones a pu créer son entreprise en 1869. Alors malheureusement pour lui, il a très rapidement fait faillite en 1875, très très rapide. Alors je suspecte que le décès de Moser en 1874 a pu avoir une incidence aussi sur la gestion de l'entreprise, parce que Moser est un très très grand entrepreneur. Ariosto-Jones a quitté la société sur un conflit avec son conseil de direction. Donc il s'est enfui aux États-Unis. Il y a eu un remplaçant qui lui aussi a fait couler l'entreprise. Bon, pour le coup, c'était pas forcément très joli pour IVC, jusqu'au moment où en fait un entrepreneur suisse a pris la relève. Ça c'était en 1880, et il a gardé l'entreprise dans sa famille jusqu'en 1978. Et ensuite l'entreprise a été revendue en 2000 au groupe Richemont, le groupe qui les fait fleurir aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir sur IVC, c'est que ils ont inventé pas mal de choses également en termes d'horlogerie, notamment des mécanismes pour les calendriers perpétuels qui sont beaucoup plus simples à régler qu'on pourrait croire. Et également, cette montre va se différencier de celle qu'on vient de voir par un tourbillon volant. Donc ce tourbillon volant, en fait, a été inventé non pas par un Suisse, mais par un Allemand, Alfred Helwig, qui travaillait à Glashauté et qui a créé ce tourbillon en 1920. Le principe du tourbillon en 1920, mais c'était pour une montre de poche également. Donc c'était pas encore pour les montres bracelets. Alors cette montre, comme vous pouvez voir, a une réserve de marche avec cet indicateur que vous avez juste ici, qui vous indique 7 jours de réserve de marche. Vous avez également la date en version rétrograde. Donc rétrograde, c'est quand l'aiguille va arriver à 31, elle va repasser directement au 1 le lendemain. Très belle pièce. Elle est automatique également. Voilà, pour pour IVC, pardon. On va passer à la suivante. Alors celle-ci se destine peut-être plus à la jante féminine, justement aux amatrices de belle mécanique et pas seulement de
d'orfèvrerie, de bijouterie. Cette pièce en fait compose, vous avez 254 diamants qui vont composer l'extérieur et l'intérieur de la montre. Le mouvement, lui, comporte 250 pièces également. C'est une superbe pièce au niveau du tourbillon. Regardez simplement le travail qui est exécuté. Alors c'est que c'est un peu difficile à voir de loin comme ça, mais vous avez une superbe exécution au niveau de la finition des mouvements. C'est simplement sublime. Elle a également en fait une petite fonction qui est très intéressante si vous voyagez, mesdames, c'est qu'elle vous permet en fait d'avancer d'une heure d'un seul cran sans avoir à dérégler votre montre. Donc vous tirez votre couronne et en fait vous avez simplement à tourner l'aiguille pour avancer d'une heure à chaque fois sans dérégler les minutes ou les secondes qui sont indiquées sur le tourbillon. Ça permet aux voyageuses qui changent de fuseau horaire de changer ça assez facilement. Également un mouvement automatique, une très belle exécution de la part de Gégère Lecoultre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Gégère est très très doué dans la fabrication de mouvements et de la création de mouvements, à tel point que on les a surnommés les horlogers des horlogers, tout simplement parce qu'ils fabriquaient des mouvements pour des grands comme Audemars Piguet ou Patek Philippe. Très belle pièce en effet. Ensuite, une pièce que je trouve absolument exquise, d'une sobriété vraiment parfaite. C'est une montre de chez Vacheron Constantin. Elle nous a été faite exclusivement pour notre collection Blue. Donc c'est la collection Blue, pour vous parler brièvement de ça, c'est des pièces qui sont faites en collaboration avec les manufactures, souvent en édition limitée ou en série spéciale. Toujours avec une touche de bleu, bien sûr, pour rappeler nos codes couleurs. Vous avez souvent un petit rappel aussi, comme quoi c'est une pièce limitée, à l'arrière ou pour le coup à l'avant sur certaines aussi. Très belle pièce de chez Vacheron. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Vacheron, c'est une entreprise qui existe depuis 1755, pardon. Et vous avez en fait une particularité, c'est ils ont un atelier à Genève qui est spécialisé vraiment dans des finitions extrêmes au niveau des cadrans, au niveau des mouvements. C'est les cabinotiers qu'on surnomme cet atelier. C'est une pièce qui justement alors on a encore du mal à le voir ici, mais le tourbillon va rappeler la croix maltaise de Vacheron Constantin. Justement un petit clin d'œil très sympa à la marque et qui fait toute la différence. Vous avez également donc la réserve de marche qui est très particulière sur celle-ci parce qu'on arrive à 14 jours. C'est ce qui explique aussi quelque chose qui est quand même relativement fin mais un poil plus épais que ce qu'on vient de voir et une finition sublime au niveau du mouvement. Alors à savoir que les angles intérieurs que vous avez ici, vous pouvez les faire uniquement à la main. Donc ça prouve bien le temps qu'on doit prendre pour faire une pièce comme celle-ci. Avec un petit rappel, bien sûr, juste ici, exclusivement pour Bucherer. Alors, on va avoir du mal à le voir aussi, malheureusement. Mais ça vous donnera l'excuse de venir nous voir. Je termine avec la dernière pièce qui est très sentimentale pour nous car elle vient de notre propre maison, Carnet de Bucherer. Alors notre maison en termes d'horlogerie par rapport à celle que je viens de vous présenter est sans doute la plus jeune. On est né en 1888. Alors ça paraît pas tout jeune comme ça, mais c'est vrai qu'on est un poil plus jeune que les autres. On a toujours voulu aller de l'avant en termes de création, en termes de mouvement. Si bien que cette pièce est le premier mouvement à avoir un tourbillon périphéral, c'est-à-dire en fait il est vraiment pas maintenu de manière visible, encore moins visible que la version flottante ou volante. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui flotte pour le coup. Et également une première, c'est que vous avez un mouvement périphéral, c'est-à-dire un mouvement qui va vous permettre d'avoir une vue sur le fond complet, donc en gros, le balancier, la masse oscillante se trouve sur l'extérieur du mouvement et c'est elle qui va remonter votre montre. Également une petite subtilité. Celle-ci, c'est une pièce, alors pour le coup, qu'on aime particulièrement ici à Lucerne parce que justement, elle représente ce pont médiéval que nous avons à Lucerne. C'est une édition bien sûr limitée.
Et pour le coup, chose qui est très intéressante aussi avec Karl & Bucherer, c'est que nous sommes toujours une entreprise familiale, à différence des autres marques que nous venons de vous citer. On a encore la chance de rester maître de nos créations et de choisir un peu dans quelle direction nous souhaitons aller. En conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez, notamment sur l'horlogerie en Suisse, c'est que c'est quelque chose qui a évolué au fil des années. C'est quelque chose qui n'est pas, qui a été créé par de nombreuses nationalités, de nombreuses personnalités différentes au fil des centaines d'années qui se sont écoulées, mais qui ont été tous je dirais maintenu par la même passion envers l'excellence. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que vous avez des Anglais, des Français, des Helvètes qui ont travaillé main dans la main avec des Allemands ou des Italiens pour faire avancer justement cette passion. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui la chance de porter sur nos poignets. C'est un morceau d'histoire humain. Et je pense que c'est là l'intérêt d'avoir l'horlogerie aujourd'hui. D'autant plus sur un tourbillon qui n'est, comme je vous disais au début, pas forcément nécessaire sur la précision de l'heure aujourd'hui, mais qui est tellement joli à voir, qui vous dégage forcément quelque chose de sentimental quand on le voit, d'émotionnel. Et c'est là le but de l'horlogerie aujourd'hui, c'est quelque chose d'émotionnel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais